Bienvenue dans le débat de France 24. Alors que sur le terrain, l'offensive russe en Ukraine redouble d'intensité avec des bombardements, notamment sur Kiev, la capitale, mais aussi sur Kharkiv, la deuxième ville du pays. Cette guerre s'est invitée la nuit dernière dans le premier discours sur l'état de l'Union du président américain Joe Biden, le 46e président américain qui s'en est pris à son homologue russe, Vladimir Poutine, qu'il a qualifié de dictateur. Il a également vanté la réponse des Occidentaux et de l'OTAN. On écoute Joe Biden. Vladimir Poutine a voulu ébranler les fondements même du monde libre, pensant qu'il pourrait le faire plier avec ses menaces. Mais il s'est trompé de calcul. Il pensait pouvoir renverser l'Ukraine et le monde avec. Au lieu de ça, il a rencontré un mur de force qu'il n'aurait jamais anticipé ou imaginé. Il a rencontré le peuple ukrainien. En mauvaise posture dans les sondages, à 8 mois des élections de mi-mandat, le président Biden a-t-il réussi à rassurer les Américains inquiets, surtout des conséquences de ce conflit en Ukraine, et à rassembler une classe politique divisée? Comment les États-Unis, qui avaient fait de la confrontation avec la Chine la priorité, se positionnent dans cette nouvelle guerre froide? On va en débattre avec nos invités ce soir. Annick Cizel, enseignante-chercheuse à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste de la politique étrangère américaine. Annick Cizel, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Gérald Olivier également à mes côtés, chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, éditorialiste à Atlantico, auteur de Sur la route de la Maison Blanche aux éditions Jean Picolec. Gérald Olivier, bonsoir. Merci aussi d'être avec nous en plateau. Et puis par Skype de New York, John Rick MacArthur, directeur du Harper's Magazine. John Rick MacArthur, bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir également. On va d'abord partir, si vous le voulez bien, à Washington, retrouver Mathieu Mabin, notre correspondant. Mathieu, bonsoir. La Russie accentue sur le terrain son offensive en Ukraine et Joe Biden, lui, a renouvelé, on l'a entendu, ses critiques à l'égard du président russe qu'il a qualifié de dictateur. Il a soutenu également Kiev avec force. Oui, et ce n'était pas devant n'importe quel public, devant les représentants de la démocratie américaine rassemblés au grand complet sous le dôme du Capitole. Le président des États-Unis, vous l'avez dit, n'a pas mâché ses mots. Et en effet, Vladimir Poutine en a pris pour son grade. Sous le regard visiblement ému de l'ambassadrice d'Ukraine, assise juste à côté de la première dame, Joe Biden s'est posé en commandant en chef, non plus de la seule Amérique, mais d'un monde libre, tout simplement coalisé et prêt à faire barrage à la barbarie russe, je cite. Un contexte, disons-le, inespéré pour Joe Biden qui, rappelons-le, avait vu ces derniers mois, vous l'avez dit, sa cote de popularité s'effondrer au gré des défaites politiques successives, il faut bien le dire, jusqu'à contempler la discorde jusque dans son propre camp, le camp démocrate. Un contexte extrêmement difficile, donc, pour son premier discours sur l'état de l'Union et un bilan de réforme en demi-teinte. Devant la majorité et l'opposition rassemblées, donc, Joe Biden rappelait sa détermination à faire plier l'autocrate de Moscou, selon ses mots, a promis d'autres sanctions, a formulé d'autres menaces et juré à l'Amérique et au monde que Vladimir Poutine ne passerait pas. Et ces propos ont été chaleureusement applaudis par les élus américains. Pourtant, Joe Biden est loin de faire l'unanimité. Oui, vous savez, même s'il ne s'agit pas pour l'Amérique jusqu'à présent que d'une guerre économique, il est tout à fait admis par les appareils politiques américains qu'il s'agit bel et bien d'une guerre quand même. D'ailleurs, aux sanctions économiques infligées à Moscou, on se souvient que Vladimir Poutine répond par l'accroissement du niveau d'alerte de sa force de dissuasion, et quels que soient les commentaires qui ont pu être faits sur ce sujet chez vous de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, selon une logique très américaine, et je dirais presque un réflexe pavlovien, l'opinion publique américaine et sa classe politique, dans toute sa diversité, ont décrété cette forme d'union sacrée, bien connue ici à Washington, et tout à fait typique des temps de crise. Alors oui, Joe Biden a été beaucoup applaudi. Oui, l'opposition républicaine a fait preuve de retenue durant le discours, bien sûr, c'est l'usage, mais même aujourd'hui, dans les déclarations à la presse. À noter cependant quelques déclarations ici ou là, on citera notamment Lindsey Graham, l'une des figures de l'opposition, qui dénonce en pied du discours de Joe Biden
ces dépendances américaines aux économies des ennemis de l'Amérique, je cite. Et il ne s'agissait pas là que de la Russie cette fois, mais également de l'autre obsession américaine, celle qu'il ne faut pas oublier, la Chine. Merci beaucoup, Mathieu Mabin, en direct de Washington. John Rick MacArthur, pour certains républicains, Joe Biden n'a pas été assez ferme face à Moscou. Là, avec ce discours, il a retrouvé ses accents de rassembleur. Pas tout à fait. Et c'est pour une raison qui n'a rien à voir avec Biden. C'est le fait que le Parti républicain est partagé et divisé entre pro-Trump et anti-Trump, ou anti-Trump modéré, disons. Et pour l'instant, Trump s'est comporté d'une façon absolument débile. Il a presque applaudi l'intelligence de Poutine. Il avait parlé, il a traité cette invasion de marchands. Justement, si vous le voulez bien, John Rick MacArthur, on va écouter tout de suite Donald Trump et je vous laisserai reprendre juste derrière. D'accord. Poutine dit « Ah bon, ils vont m'imposer des sanctions, ils le font depuis 25 ans. Vous voulez dire que je peux récupérer tout un pays et qu'ils vont juste me sanctionner? Vous voulez dire qu'ils ne vont pas nous réduire en miettes, au moins psychologiquement ?» Le problème, ce n'est pas que Poutine est intelligent, bien sûr qu'il l'est. Le véritable problème, c'est que nos dirigeants sont bêtes. Bêtes, si bêtes. Voilà, John Rick MacArthur, donc Donald Trump qui a salué samedi donc l'intelligence de Vladimir Poutine. Oui, c'est pire que ça. Il a traité ça d'un marché immobilier. Des choses incroyables, extraordinaires. Et pendant le discours de Biden, j'espère que les téléspectateurs français ont remarqué qu'il y avait deux représentantes dans la Chambre, une de l'État de Colorado, qui l'a dénoncé à voix haute. C'était incroyable. Au moment où il parlait de son fils décédé possiblement à cause de chimiques en Irak, ou je ne sais pas où il était basé. Mais en tout cas, il y a une rancune profonde au sein du Congrès qui ne permet pas l'unité un front commun, un front populaire, disons, anti-Poutine. Gérald Olivier, c'est inédit, ce genre de commentaires au sein du Parti républicain, ces commentaires pro-russes. Alors, ce qu'il faut dire quand même, et par rapport à ce qui s'est passé hier soir, donc cet incident, cette représentante du Colorado qui en effet a interpellé le président, elle l'a interpellé au moment où il parlait de l'Afghanistan. Et en parlant de l'Afghanistan, il a dérivé sur son fils Beau, en effet mort d'un cancer qu'il aurait contracté en Irak. Il se trouve que les Américains étaient en Afghanistan encore l'été dernier et que lors de leur retrait, dont on a pu constater qu'il s'était très très mal déroulé, il y a eu un attentat où 13 militaires américains sont morts. Et Joe Biden, hier soir, président des États-Unis, n'a pas eu un seul mot pour ces 13 victimes américaines de ce retrait, de cette débâcle en Afghanistan. Et c'est pour ça que cette femme s'est levée et a interpellé le président parce qu'elle a jugé que ses propos n'étaient pas acceptables. Alors, ce qui est un petit peu nouveau, c'est un comportement où, on va dire, le décorum commence à tomber, si vous voulez. Mais pour en revenir à votre question et la question de base, il y a toujours eu deux tendances au sein du Parti républicain. Vous avez une tendance qui était interventionniste et qui remonte à la Seconde Guerre mondiale, et même avant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, vous avez une tendance qui était dite isolationniste et qui continue toutes les deux à exister. Donc, aujourd'hui, au sein du Parti républicain, s'il y a un affrontement, c'est entre ceux qui souhaitent que les États-Unis restent en dehors de ce conflit, au-delà de leurs alliances et de leurs responsabilités au sein de l'OTAN, et puis au contraire certains qui voudraient que les États-Unis en fassent plus. Parce que malgré tout, ce qu'il faut constater, c'est que cette guerre, c'est un échec américain. Cette guerre, c'est un échec occidental. Cette guerre n'aurait jamais dû
avoir lieu. Et à un moment, dans le calcul de M. Poutine, M. Biden hier a dit que Poutine s'était trompé dans ses calculs. C'est un échec de la stratégie des Occidentaux. Voilà, on n'aurait jamais dû basculer dans cette situation. C'est-à-dire que, et même l'administration américaine n'est pas très claire sur son propos. Madame Kamala Harris a dit il y a quelques jours que les sanctions étaient là pour empêcher une intervention. 3 jours après, le président Biden a dit exactement le contraire, que les sanctions n'avaient jamais pour objectif d'empêcher une intervention. Cela dit, c'est la première guerre non provoquée en Europe depuis 80 ans et on est dans une situation d'un autre âge. Donc les personnes qui géraient cette situation ont manifestement échoué à empêcher Poutine de, comme on dit en termes psychiatriques, de passer à l'acte. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est avoir des mots, alors que de l'autre côté, ce sont des bombes qui tombent. Annick Cizel, c'est un échec de la part des Américains, ce qui est en train de se passer en Ukraine. Alors, je crois qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de plus? Je crois que c'est extrêmement traumatique pour plusieurs administrations américaines. On paye aujourd'hui à la fois des sanctions pas très efficaces, c'est un fait, après la saisie, l'invasion puis l'annexion de la Crimée de manière unilatérale par Vladimir Poutine en 2014. Il faut garder à l'esprit, je crois, que le Parti républicain, à partir des élections de 2016 et ensuite pendant les 4 années de Donald Trump, a joué un jeu de dupe avec l'Ukraine. Je pense qu'aucun républicain n'a oublié que le premier impeachment, la première mise en accusation du président Trump en 2019, se fait autour de l'Ukraine. Quand on célèbre le héros Zelensky aujourd'hui, il avait déjà dit non. Il avait déjà dit non, à peine élu à la tête de l'Ukraine, au président des États-Unis d'Amérique, qui exigeait de lui qu'il donne des renseignements les plus croustillants possibles sur Hunter Biden, l'autre fils de Joe Biden, et sur son père Joe Biden, en gardant à l'esprit donc que Hunter Biden travaillait pour une compagnie de gaz, je crois, en Ukraine. Ceci va donner le rapport Mueller, ceci va donner la première mise en accusation du président Trump. Et pour faire pression sur le président Zelensky, Donald Trump va exiger du Congrès, va bloquer les livraisons d'armes à l'Ukraine qui étaient dues déjà en 2019-2020 en soutien par rapport à la situation du Donbass. Je résume très très brièvement parce qu'on est dans une réalité de 2022 aujourd'hui. Mais on a donc cette espèce de trauma qui a commencé sous George Bush en 2008, oui, par rapport à la Géorgie. Je vais presque remonter au 11 septembre bientôt. C'est-à-dire en 2008 par rapport à la Géorgie sous George Bush, puis en 2014 par rapport à l'annexion de la Crimée sous Obama, puis la première mise en accusation du président Trump. Et nous nous retrouvons aujourd'hui avec une administration Biden qui doit jongler à la fois avec les ingérences multiples de la Russie dans les élections américaines, que ce soit en 2016 à la fin du deuxième mandat d'Obama, que ce soit en 2020 avec, force est de constater, une certaine complicité du président américain à ce moment-là, Donald Trump, qui doit jouer avec des fonds de pension américains qui sont en partie, c'est un exemple parmi d'autres, en partie financés sur des fonds russes aujourd'hui. C'est-à-dire que découpler l'économie d'une partie du secteur privé américain de la Russie aujourd'hui est extrêmement compliqué. Et donc ils suivent les sanctions européennes, mais les suivent, ont du mal à les mettre en premier. La nécessité pour un président démocrate de se découpler de George Bush, le républicain du 11 septembre, on ne fait pas de guerre préventive, c'est-à-dire qu'on n'applique pas de sanctions préventivement, c'est une guerre économique, à défaut d'être une guerre militaire, on n'applique pas de sanctions préventivement, il faut attendre que Poutine passe à la faute pour que ces sanctions soient légitimes et qu'on ne se retrouve pas dans le syndrome George Bush. Il y a donc tous ces écueils, et j'essaye de résumer, et une administration Biden qui enfin essaye absolument de battre la Russie avec l'aide de l'Ukraine, parce que ça n'échappe à personne que le président Zelensky est très bon en communication, sur le terrain de la Russie, c'est-à-dire de la communication. Donc on envoie le chef de la CIA dire « on a tout compris », on rend le renseignement public, pas simplement auprès des alliés, mais public dans les médias du monde entier, et on décrit jour après jour ce qu'on est en train de faire. Après, empêcher Vladimir Poutine, il est souverain dans sa tête, en tout cas on l'espère, et prend ses décisions. Mais sans intervention militaire, ce qui est un préambule à partir du moment où nous avons deux puissances nucléaires face à face, sans intervention militaire, les États-Unis comme l'Europe avons joué notre carte diplomatique
jusqu'au bout. Alors, et ça n'est pas terminé, j'espère. Est-ce que justement, John Rick MacArthur, Joe Biden a été vraiment jusqu'au bout? Il n'a pas rencontré, par exemple, le président russe, Vladimir Poutine, alors que Emmanuel Macron ou encore Olaf Scholz se sont rendus à Moscou avant le début de cette guerre. Avant de répondre à cette question, il faut quand même aborder la question de l'élargissement de l'OTAN, qui reste quand même le casus belli de Poutine. Est-ce qu'on est d'accord que ça compte et que l'élargissement de l'OTAN a poussé Poutine à agir? Ou est-ce que on prétend que ça n'a rien à voir avec la situation actuelle? Mais si vous voulez revenir sur ce sujet, j'apprécierais. Mais en même temps, Biden, s'il était sérieux, parce que, à mon avis, il est indifférent finalement à l'Ukraine. Il ne s'intéresse pas tellement. La grande cible américaine de nos jours, c'est la Chine, c'est l'Asie, etc. C'est comment mieux faire concurrence avec les Chinois. Ça, c'est un problème européen. Il s'amuse à se présenter comme chef de file du monde libre, entre guillemets, mais il n'a même pas le culot d'imposer des sanctions contre les ventes de pétrole et de gaz russes. On voit aujourd'hui que l'industrie privée fait essentiellement fait des sanctions contre le pétrole russe. On arrête en ce moment, il y a beaucoup de contrats pour le pétrole russe qui sont annulés. Alors ça va peser sur la Russie. Mais pourquoi pas imposer des sanctions anti-pétrole et gaz? Parce que Biden a peur de faire peur au marché. Il a moins d'intérêt dans le sort de l'Ukraine que dans les marchés pétroliers. Gérald Olivier, vous vouliez réagir, vous partagez je suis en partie d'accord avec deux choses que je viens d'entendre. La première, c'est la fameuse dépendance énergétique des États-Unis. Depuis un petit peu plus d'un an, les États-Unis importent entre 600 000 et 1 million de barils de pétrole jour de la Russie. Et quand on veut imposer des sanctions à un État guerrier et agresseur et qu'on veut prétendre asphyxier son économie, alors que cet État dépend des ressources d'énergie et de ses exportations de pétrole et de gaz pour survivre, ne pas mettre le gaz dans ces sanctions, c'est totalement absurde et ça montre la faiblesse de ces sanctions de la part des États-Unis. Et rappelons que les États-Unis, d'ailleurs, les républicains ont appelé le président Biden à dire ça hier dans son discours, il ne l'a pas fait. S'il veut réduire les tensions sur le marché du pétrole, il suffit qu'il relance la production américaine. Les États-Unis ont parfaitement les moyens de subvenir à leurs besoins en énergie. Ils y étaient parvenus en 2019 et en 2020. Aujourd'hui, ils n'y parviennent plus. Ils importent plus qu'ils ne produisent. Maintenant, pour en revenir à la situation et pourquoi est-ce que le monde en est là aujourd'hui, je suis entièrement d'accord avec madame. C'est-à-dire qu'au cours des 15 années passées, vous avez eu une succession de faiblesses à long terme et de faiblesses à court terme. Et ça, la Russie en a profité ? Bien entendu. Et le président Obama a une responsabilité extrêmement lourde. Tout commence en Géorgie d'une certaine façon. Obama n'est pas encore élu, mais on est en 2008. Il va prendre les rênes du pouvoir en 2009. Il ne fait rien contre Poutine. Au contraire, il fait ce qu'on a appelé le reset avec la Russie, ce qui d'ailleurs n'aura pas beaucoup de résultats. Avec Medvedev à l'époque. Oui, c'est Medvedev qui est président et Poutine est Premier ministre. Exact, absolument. Enfin, Poutine était toujours là. C'était sa combine à lui, si vous voulez. C'était de façon de revenir président juste après. Mais Medvedev, vous avez raison, était président en 2008. Cependant, en 2014, Poutine est à nouveau président cette fois. C'est lui qui envahit la Crimée et il n'y a pas de sanctions contre sanctions américaines véritables. À l'époque, l'Ukraine demande des armes. L'Ukraine demande des armes et Obama va les refuser pendant 4 ans parce que justement, il veut l'apaisement, il ne veut pas envenimer les choses. Et c'est vrai que Donald Trump, en 2019, a retardé un certain envoi, mais avant, c'est lui et lui seul qui avait autorisé l'envoi de missiles anti-chars, ces fameux Javelin, qui sont utilisés aujourd'hui et très efficaces par l'armée ukrainienne. Il est 19h33 ici à Paris, 20h33 à Kiev. J'aimerais qu'on refasse un point sur le terrain, sur ce qui se passe en Ukraine avant de poursuivre ce débat.
débat. Kiev, où les habitants se préparent depuis des jours à un assaut de grande ampleur de l'armée russe, alors qu'hier, des frappes sur la tour de télévision ont fait au moins 5 morts. L'armée russe, elle resserre aussi son étau sur les autres villes d'Ukraine. On va regarder ça en images tout de suite. Dans le ciel de Kharkiv, des panaches de fumée. La seconde ville d'Ukraine, devenue la cible principale de l'armée russe. Méthodiquement, l'aviation largue ses bombes sur les immeubles résidentiels ou abritant des institutions comme celui-ci, le siège de la police en proie aux flammes. Impossible pour la population de trouver du répit. Épuisée, cette jeune femme témoigne. Cette nuit a été difficile pour nous. Tout d'abord parce qu'à 22 h, on a entendu un bruit fort, puis le ciel est devenu rouge. Ensuite, vers minuit, on allait déjà au lit et on a entendu des tirs, des sons de bataille de rue. Des batailles de rue. Car des troupes aéroportées russes ont débarqué dans la ville, indique l'armée ukrainienne. Avant, c'était des bombardements avec des avions, avec l'artillerie et donc des parachutistes, c'est du nouveau. Les combats de rue, oui, ça va être plus brutal. Sur cette carte, en rouge, les zones contrôlées par les troupes russes. En dehors de Kharkiv, les combats les plus acharnés se déroulent dans le sud, notamment à Mariupol et Kherson. Kherson, un port stratégique. Sur ces images tournées il y a quelques jours, l'armée ukrainienne avait déjà perdu le contrôle des ponts et des accès. Elle aura encore perdu du terrain, selon les Russes. Annick Cizel, on le voit, les combats font rage en ce moment en Ukraine. Les États-Unis avaient prévenu depuis plusieurs semaines que Vladimir Poutine comptait attaquer le pays. Ils ont dévoilé à chaque fois les renseignements qu'ils avaient sur les prochains coups du président russe. Finalement, est-ce que ça fonctionne, cette nouvelle stratégie américaine ? Alors c'est vrai que c'est une stratégie qui avait été adoptée, et je vais faire le parallèle, évidemment pas par hasard, au tout début de la guerre froide, en 1950, en fait l'année charnière de 1950, après que l'URSS développe la bombe en 1949. Et cette année-là, le président Truman lance une campagne de la vérité, une campagne pour la vérité. Pour contrer la propagande soviétique, à l'époque, les États-Unis s'engagent à dire la vérité. Et donc à, y compris dévoiler d'ailleurs toutes les difficultés de ségrégation raciale, etc., qu'il y a sur leur territoire. Et c'est un petit peu ce à quoi m'a fait penser cette démarche dans une Amérique assez post-vérité sous Trump, dans une Amérique où il y a tellement de difficultés aujourd'hui à maintenir une ligne directrice d'information factuelle, ancrée dans la réalité. Et ceci est une réalité quotidienne pour l'administration Biden, qui doit s'arc-bouter contre Fox News, contre Tucker Carlson, contre toute cette post-vérité décomplexée que Trump a laissée derrière lui. Trump n'est plus président des États-Unis, le Trumpisme est toujours là. Et c'est le quotidien de cette administration démocrate. Et donc il y a eu je suppose en tout cas, une volonté vis-à-vis du monde, mais avant toute chose vis-à-vis du peuple américain, de jouer la transparence. Pas simplement d'essayer de mettre à jour une espèce de poker menteur avec Vladimir Poutine. Et en même temps, on l'a beaucoup accusé d'être alarmiste. Personne ne le croyait. Oui, et pourtant, quand on reprend l'arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden, il avait mis en garde, alors sans doute avant que le Pentagone lui dise la Chine, la Chine, la Chine, comme il y avait eu l'Irak à une époque. Et on va en reparler de la Chine justement après. Il avait mis en garde dans ses tout premiers discours, et Anthony Blinken également au secrétariat d'État, que les États-Unis devaient faire face à deux puissances révisionnistes, comme on dit là-bas, c'est-à-dire deux puissances qui sont en train d'essayer de changer l'ordre mondial de 1945. La Russie à court terme et la Chine à long terme. Vos confrères de Deutsche Welle disaient il y a quelques jours que depuis mars 2021, les services de renseignement américains se préparaient à ce qui se passe aujourd'hui. Alors je ne sais pas si on n'a plus parlé de la Russie parce qu'en fait c'était le premier problème sur la table et qu'on n'en parlait plus, ou si réellement il y a eu un effort
du Pentagone de focaliser l'attention sur l'Indo-Pacifique aux dépens de la Russie, auquel cas il y a une faille de renseignement, mais il semblerait que cette transparence et ce dialogue en sous-main dans un premier temps, il se tient depuis mars 2021. Qu'en d'autres termes, quand les États-Unis étaient alarmistes pour nous autres Européens, en fait, ils ne faisaient que rendre public ce à quoi ils travaillaient depuis des mois. Et c'est aussi ce qu'a dit Joe Biden dans son discours de la nuit dernière, en disant qu'il avait œuvré à convaincre les alliés européens les uns après les autres, comme si l'Union européenne n'avait rien fait dans cette histoire. Ça, c'est les Américains, le leadership des États-Unis. C'est nous qui rassemblons l'Europe, mais comme si effectivement ce travail s'était fait petit à petit pour convaincre les Européens de cette unité à la fois de l'Union européenne, qui n'allait pas de soi il y a encore une quinzaine de jours, et de l'OTAN, et de l'Union européenne, ou des membres de l'Union européenne au sein de l'OTAN, qu'il n'y ait plus aucune voie divergente. Le leadership américain, de retour, historiquement, c'est comme ça que les États-Unis comprennent l'Europe. Gérald Olivier, vous voulez réagir ? Cette stratégie de la transparence, malgré tout, elle a un écueil. Parce que le problème que moi je rencontre auprès des Américains avec qui je discute, des amis et d'autres, c'est que depuis le début de cette guerre, il y a un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que personne aux États-Unis ne veut que cette guerre s'étende, puisqu'elle implique une puissance nucléaire, puisqu'elle impliquerait l'OTAN si le conflit venait à s'étendre. Alors Joe Biden a dit qu'il défendrait chaque centimètre carré des pays, de l'OTAN. Mais pas de l'Ukraine. Mais ça, est-ce qu'il ne l'a pas dit justement un peu trop tôt ? Parce qu'il avait dit ça plusieurs semaines avant l'invasion russe. Il a dit nous n'interviendrons pas, nous n'enverrons pas un seul homme en Ukraine. Il l'avait dit d'ailleurs. C'est peut-être une erreur. Il l'avait dit dès le mois de décembre. Qu'il n'y aurait pas de no boots on the ground, comme on dit en anglais, qu'il n'enverrait personne sur le terrain, quoi qu'il arrive. Et justement, donc, les Américains ont l'impression qu'ils ne peuvent pas peser militairement sur ce conflit, et que pour que ce conflit cesse, soit il faut asphyxier l'économie, ça va prendre des semaines, voire des mois, peut-être des années, soit il faut en appeler à l'Assemblée générale des Nations unies, dont on sait très bien, comme le rappelait votre correspondant, qu'elle n'a pas beaucoup de poids. Et les États-Unis ne sont pas habitués, les Américains ne sont pas habitués à être dans une situation où ils ne peuvent pas peser autre que par les mots. Donc il y a une grande frustration et un sentiment d'impuissance qui n'est pas du tout commun chez les Américains. Jenrick MacArthur, vous voulez réagir ? Nous avons l'habitude d'imposer notre force militaire un peu partout dans le monde. Et là, ils ont choisi de ne rien faire. Je reviens sur l'idée de l'indifférence de l'administration Biden envers les Ukrainiens. C'était un pot de vin d'Ukraine pour le fils de Biden, etc. Et c'est pas très intéressant de défendre les Ukrainiens alors qu'on a d'autres choses à faire en Asie avec les Chinois. La Chine est aussi une puissance nucléaire. Et il y a sans arrêt des menaces militaires, des navires américains. La marine américaine est partout. On encercle la Chine sans arrêt pour montrer qu'on ne va pas permettre une invasion du Taïwan. Et là aussi, j'ai un peu peur que les Chinois vont profiter de la situation. Mais si Biden s'est intéressé sérieusement à cette crise, il aurait eu des pourparlers au sujet de l'OTAN. Parce que finalement, comment va-t-on résoudre la situation ? Un partage de l'Ukraine ou une décision de rendre l'Ukraine neutre ? Je ne sais pas. Mais ça va quand même concerner l'existence et les frontières de l'OTAN. Les frontières de l'OTAN qui pourraient s'étendre, puisque la Finlande, les opinions publiques en tout cas, sont de plus en plus favorables à une adhésion à cette organisation. Poutine, excusez-moi de prendre la parole, Poutine a réalisé en un instant l'inverse de son objectif réel. Il a renforcé l'OTAN. Et il a rendu l'OTAN essentielle. Il a rendu l'OTAN essentiel. J'aimerais à présent qu'on revienne sur la Chine. Vous l'avez évoqué, Jenrick MacArthur. On va écouter la réaction du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères après cette invasion russe en Ukraine. La Chine et la Russie sont des partenaires stratégiques globaux qui se coordonnent.
Les relations Chine-Russie sont non alignées, non conflictuelles et non dirigées contre une tierce partie. La Chine n'approuve pas le recours aux sanctions pour résoudre les problèmes et s'oppose encore plus aux sanctions unilatérales qui n'ont aucun fondement en droit international. Annick Cizel, on imagine que la Chine, elle regarde de très près cette réponse américaine à ce qui se passe en Ukraine. Oui, évidemment, elle la regarde de très près tout en maintenant sa ligne directrice, c'est-à-dire que on ne touche pas à ses territoires, donc elle s'abstient aux Nations Unies, que ce soit au Conseil de sécurité ou à l'Assemblée générale. Et c'est quand même une petite victoire pour le monde libre, comme dirait Joe Biden, pour le camp des Occidentaux. Le fait qu'elle ne s'aligne pas sur la position russe, que cette position russe, cette invasion de l'Ukraine... En même temps, est-ce qu'elle pourrait s'aligner sur une telle position? Ça n'est pas son intérêt. C'est-à-dire que dans son intérêt national, elle ne peut pas sanctionner positivement ce qui vient de se passer. Dans le même temps, la Chine et la Russie dans cet ordre, puisqu'il est quand même question de la vassalisation de la Russie par rapport à la Chine aujourd'hui. La puissance économique, la puissance globale aujourd'hui, ça n'est pas la Russie. Elle peut imposer sans doute sa puissance militaire à l'Ukraine, mais ne peut en aucune manière rivaliser avec la Chine et les États-Unis globalement. Et ces deux pays, la Chine et la Russie, ont commis récemment 2 textes de cadrage d'un rapprochement qui ressemble de plus en plus à une alliance, en gardant à l'esprit que l'Iran, alors je ne voudrais pas trop élargir le spectre, on est déjà sur une guerre bien compliquée en Ukraine, mais que l'Iran a vu sa demande d'adhésion à l'Organisation de coopération de Shanghai auprès de la Chine et de la Russie acceptée. C'est toujours en cours, mais on a donc une sorte d'axe qui est en train de se mettre en place et de s'idéologiser de plus en plus conjointement contre le bloc occidental, contre ce monde libre. Et je ne suis pas sûre que Joe Biden on avait parlé au début de son mandat, justement, des démocraties face à... Alors, il en reparle des démocraties face au régime autoritaire, face aux autocraties. Il a même utilisé le terme de dictature hier soir, en référence à peine voilée à Vladimir Poutine, et de régime totalitaire utilisant la terreur. C'est-à-dire qu'il nous a fait dans son discours sur l'état de l'Union, la grande synthèse entre la Deuxième Guerre mondiale et la guerre contre les totalitarismes, la guerre froide contre la démocratie, contre les régimes autoritaires, et la terreur, la guerre contre la terreur du 11 septembre. C'est la grande synthèse qui vise à retisser un consensus national aux États-Unis. C'est sans doute un petit peu plus compliqué que ça en interne, mais en externe, il est certain, moi je pense que dans les tentatives diplomatiques et aussi de dire d'emblée, on n'interviendra pas militairement. De toute façon, Vladimir Poutine le savait très bien. Mais il le savait très bien. Mais il s'adresse à la population américaine. Nous ne referons ni l'Irak, ni l'Afghanistan, ni aucune autre guerre. Deuxièmement, les États-Unis n'interviennent pas. Officiellement, ils ne sont jamais véritablement intervenus en Syrie non plus. No boots on the ground, on sait ce que ça veut dire. On sait qu'il y a différentes déclinaisons. Donc j'attends de voir la suite. Et il y a quand même beaucoup d'hommes, beaucoup de militaires américains qui sont envoyés aux frontières de l'Ukraine actuellement. Et enfin, il est certain qu'à Washington, au mois de décembre, on voyait se profiler une menace russe sur l'Ukraine, une menace chinoise sur Taïwan. La situation iranienne, l'Iran accédant à la puissance nucléaire, on n'a toujours pas vu de fumée blanche du côté de Vienne et de l'AIEA. Et la Corée du Nord, qui avait interrompu ses tirs de missiles, repris depuis septembre 2021, ils les ont interrompus pendant les JO de Pékin. Les Paralympiques, visiblement, ne les intéressent pas, ils les ont repris. Donc les États-Unis doivent gérer 4 crises majeures aujourd'hui, ou crises potentielles, en même temps. Je pense aussi que ça pèse dans leur décision de non-intervention militaire en Ukraine. Gérald Olivier, justement, on parlait de Taïwan. Si jamais la Chine attaquait Taïwan, quelle serait la position de Joe Biden? Ça paraît... Les États-Unis ont un accord de défense avec Taïwan depuis 1970. Alors, ce n'est pas un accord qui les oblige à envoyer des troupes défendre Taïwan. Par contre, ils peuvent livrer du matériel, avoir une assistance technologique, une assistance logistique et autres. Quand les États-Unis,
C'était 70 ou 71, excusez-moi, quand Nixon a fait son fameux voyage en Chine et qu'il a reconnu la Chine communiste comme la vraie Chine, les États-Unis ont donc changé, puisqu'avant ils reconnaissaient Formose ou Taïwan, mais ils ont gardé des accords de défense qu'ils n'avaient pas de manière aussi détaillée avec l'Ukraine. Mais lorsqu'on observe l'administration Biden depuis un an, on est quand même un petit peu surpris par une certaine forme de naïveté. Je rappelle que, c'est vrai, hier soir, Joe Biden s'est vanté d'avoir rassemblé les Européens et d'avoir travaillé pendant des heures interminables pour rassembler tout le monde autour de ce projet, autour de l'Ukraine. Et dans leurs travaux, les Américains ont partagé un certain nombre d'informations de leurs services de renseignement avec la Chine. Et la Chine s'est empressée de remettre ces documents à la Russie. Il y a quand même une certaine naïveté de l'administration qui n'est pas nouvelle. C'est-à-dire, ça fait 20 ans, ou peut-être même un petit peu plus, que les administrations démocrates et d'autres considèrent que la Chine et la Russie sont des pays comme les autres et qu'on peut donc les inclure dans le concert des nations et qu'en ouvrant l'OMC à la Chine et en s'ouvrant un petit peu plus à la Russie, on arrivera à faire changer ces régimes et à les faire rentrer dans cet ordre international sous direction américaine. Et on ne veut pas admettre qu'en vérité, on est face à des cultures qui sont différentes de la nôtre et que les valeurs occidentales ne sont pas les valeurs de la Chine. La Chine n'est pas sur le même temps que l'Occident et on continue à je dirais, avoir ces mêmes politiques qui ont les mêmes résultats sans se dire qu'à un moment, il faut faire autre chose. John Rick MacArthur, un dernier mot. Finalement, cette guerre en Ukraine, elle oblige Joe Biden à regarder à nouveau vers l'Europe ? Espérons-le, parce que au minimum, on devrait établir, on devrait accepter des réfugiés officiellement, des réfugiés ukrainiens. Il n'en a pas parlé hier. C'est la Pologne qui va recevoir le poids de la crise, l'énormité de la crise. Et les États-Unis auraient pu dire, au moins, on va envoyer beaucoup d'aide directe aux Polonais, et peut-être inviter des gens à passer quelques mois aux États-Unis, les Ukrainiens. Mais il n'a rien dit de concret. Il parle dans des symboles. C'est entièrement symbolique. Et comme monsieur disait tout à l'heure, et que nous disions tous les deux, pour vraiment frapper contre Poutine sans intervention militaire, il faut frapper contre ses exportations énergiques. Pétrole et gaz. Et il n'ose pas. Il n'ose pas. Alors, il n'est pas sérieux. Alors, comment va-t-on résoudre le problème? Les pauvres Ukrainiens qui se battent dans la rue, qui n'ont vraiment pas d'espoir. Merci beaucoup. Vous vouliez dire un dernier mot? Oui, juste qu'au niveau énergétique, les États-Unis ont même reçu le Qatar et les Émirats arabes unis à la Maison-Blanche pour tenter de fournir d'approvisionner l'Europe et de convaincre donc les pays du Golfe d'approvisionner l'Europe en pétrole. Je pense que c'est l'Europe qui le protège en ne mettant pas ces sanctions pour l'instant, le temps que nous arrivions à développer, l'Allemagne en premier, puisse développer une alternative. Merci beaucoup Annick Cizel, merci Gérald Olivier, merci John Rick MacArthur d'avoir été avec nous ce soir pour ce débat sur France 24. Restez avec nous, l'information continue.